Bonjour à tous. Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Bonjour. Je vois que les premières réponses sont là. Merci pour votre réactivité. Il y a du monde aujourd'hui. Super. Bienvenue dans cette session de présentation des outils Stoic Protect. Il s'agit d'une présentation collective, hein, donc ça signifie que nous l'animerons avec Vincent qui m'accompagne et que le chat reste ouvert pour vos questions. On traitera les questions à la fin et on va attendre 1 minute, le temps que tout le monde arrive. Il est 11h01, nous allons pouvoir attaquer. Donc, écoutez, nous sommes ravis de passer cette heure avec vous. Pour la plupart d'entre vous, vous avez sans doute déjà eu une session de présentation de la plateforme Stoic Protect. Et d'ailleurs, également, pour la majorité d'entre vous également, vous utilisez déjà cette plateforme. On le sait car nos conseillers cyber Stoic collaborent déjà tous les jours avec vous pour répondre à vos questions. C'est un plaisir donc de vous accueillir. L'objectif de cette session d'1 heure, c'est de vous proposer, en collaboration donc avec le CERT de Stoic, que Vincent représente avec moi, une session pour revenir sur l'importance de déploiement de ces outils au regard des menaces cyber auxquelles nos quelques 5000 assurés ont été confrontés tout au long de l'année dernière, de l'année 2024. Juste avant de lancer cette présentation, je précise que donc le contenu de ce webinaire est tourné vers la prévention cyber. Si vous avez des questions d'assurance précises sur votre contrat avec Stoic, le bon interlocuteur est votre courtier en assurance et que l'objectif de cette présentation est vraiment orienté cyber. Ceci étant dit, nous avons donc aujourd'hui Vincent avec moi pour présenter. Et donc Vincent est directeur de la cybersécurité et je m'occupe du service client. Vincent, est-ce que tu peux passer à la slide d'après? Parfait, merci beaucoup. L'agenda d'aujourd'hui, pour suivre cette présentation, on reprendra dans un premier temps qu'est-ce qu'être assuré chez Stoic aujourd'hui, de quel service est-ce que vous bénéficiez quand vous êtes assuré chez Stoic. Ensuite, nous rentrerons dans le vif du sujet avec les premières conclusions terrain que le CERT a pu récupérer tout au long de l'année 2024 lors des incidents qu'ils ont gérés. Ensuite, nous enchaînerons avec la question pourquoi déployer Stoic Protect et sur chaque outil, nous mettrons en miroir des cyberattaques que le CERT de Stoic a pu gérer. Enfin, nous conclurons cette présentation avec une brique que nous avons récemment mis en avant, qui est la brique MDR, car nous nous lançons depuis peu sur la détection pour nos assurés. Et nous garderons quelques minutes à la fin pour répondre à vos questions. Avant de commencer donc, je vous propose de nous partager un peu votre rôle au sein de l'entreprise pour que nous comprenions un peu qui vous êtes et que nous adaptions notre discours au mieux en fonction de qui nous avons en face. Voilà, je vois que ça se remplit vite, que nous avons beaucoup de responsables informatiques, ce qui est une bonne nouvelle car l'objectif est de parler de cybersécurité. J'attends que nous ayons voilà, la majorité des votes. Parfait. Merci pour ces réponses. Donc, qu'est-ce qu'être assuré chez Stoic aujourd'hui? Aujourd'hui, être client chez Stoic, c'est être assuré chez le seul assureur européen qui couple son offre d'assurance cyber à des outils de cybersécurité. Concrètement, ce modèle Stoic repose sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est la partie prévention. Ces outils de prévention sont inclus dans le contrat d'assurance et permettent à chaque entreprise assurée chez Stoic de réduire la probabilité d'être victime d'une cyberattaque.
Le deuxième pilier, c'est l'outil de détection, l'outil MDR. Cet outil MDR a pour vocation de détecter les activités suspectes au sein du système informatique de nos assurés. Le troisième pilier, c'est la partie assistance. Cette partie est extrêmement importante, elle est inclue dans le contrat d'assurance et chez Stoic, nous avons internalisé cette compétence. C'est-à-dire qu'en 24/7, nous avons des ingénieurs cyber disponibles pour répondre à toute question sur une attaque suspectée ou avérée au sein de votre système informatique. Cette partie est essentielle. Comme Stoic a une ADN vraiment cyber, nous avons décidé d'internaliser la compétence et non pas de faire appel à des prestataires informatiques. Voilà. Enfin, la dernière partie, qui est la partie indemnisation, évidemment, l'assurance cyber qui est là pour dédommager les pertes subies ou causées avec des garanties claires et complètes. Comme vous l'avez compris, l'objectif de la session d'aujourd'hui est de vous présenter les outils Protect à l'aune des quelques 300 incidents cyber que notre CERT a eu à gérer en 2024. Et donc, nous allons principalement nous focaliser sur la partie prévention, numéro 1, et assistance, numéro 3. Je vous propose donc de faire un petit focus dessus. Sur la partie prévention, en quoi ça consiste ? Ça va consister évidemment dans la plateforme Stoic Protect que je vais vous présenter, mais derrière, il y a aussi des équipes qui sont là pour vous accompagner. Concrètement, nous avons une équipe de conseillers cyber qui est là pour vous aider à déployer ces outils et répondre à vos questions quant à la configuration de ces outils. Vous pouvez les contacter sur l'adresse mail protect@stoic.io ou directement par notre chatbot. La plupart d'entre vous connaissez déjà bien ces canaux de communication car vous les utilisez. J'en profite pour vous dire que nous étoffons l'équipe. Beaucoup connaissaient déjà Arthur. Nous accueillons Andrea et Emma en France qui vont également venir soutenir l'équipe. Cette partie prévention, donc, est vraiment pour toutes les demandes techniques non urgentes. À l'inverse, nous avons une autre équipe, l'équipe de notre CERT que Vincent représente, qui est là pour toutes les situations critiques, donc des cyberattaques réelles ou présumées. Vous avez un numéro d'urgence dans votre contrat d'assurance que nous vous avons remis ici. Nos ingénieurs cyber sont joignables en 24/7 pour vous assister à tout moment. Nous avons également une adresse mail que nous avons remis dans la présentation, cert@stoic.io, que vous pouvez contacter. Un élément important ici consiste à se demander qui doit disposer du contact d'urgence. Est-ce que tous mes collaborateurs doivent en disposer? Est-ce que uniquement certains? D'un point de vue d'assureur, ce que nous recommandons, c'est que ce soit les dirigeants de l'entreprise et les responsables informatiques qui enregistrent ce numéro de téléphone directement dans leur mobile. Ce qu'on fait généralement pendant les présentations, c'est qu'on incite nos interlocuteurs à directement enregistrer ce numéro de téléphone. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est l'occasion de prendre quelques secondes, de prendre votre téléphone et d'enregistrer ce numéro maintenant. Voilà. Ceci étant dit, Vincent, je te propose de faire un arrêt sur image sur la partie CERT, car c'est vraiment un élément essentiel de cette couverture d'assurance. Oui, tout à fait. Merci Agathe. Le CERT, Agathe l'a dit tout à l'heure, c'est une équipe qui est 100% internalisée. Alors peut-être déjà rappeler ce que ça veut dire CERT. CERT, ça veut dire Computer Emergency Response Team. C'est donc une équipe de réponse à incident de sécurité, une équipe de gestion de crise d'origine cyber. On l'a complètement internalisé. Donc, on ne fait pas appel à des prestataires. Quand vous nous appelez justement sur le numéro d'urgence, vous ne tombez pas sur un numéro, sur un centre d'appel quelque part en France, en Europe ou ailleurs dans le monde. Vous tombez directement sur une personne de mon équipe, voire moi également, parfois. On est disponible effectivement en 24/7 et on répond effectivement très rapidement. Vous le voyez sous les yeux, mais en moins de 3 minutes, vous avez quelqu'un au bout du fil qui est un expert cyber, qui peut essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous êtes en train de faire face à une attaque cyber ou autre chose? Et si on fait face à une attaque cyber, on met en place avec vous, dès ce premier call, les mesures qui permettent de limiter l'impact de l'attaque et on démarre les activités de réponse aux incidents.
Donc ça, c'est vraiment très, très important de l'avoir en tête. Dès que vous avez des suspicions d'attaque, n'hésitez pas à nous appeler. Au plus on est sollicité tôt dans la gestion d'un incident, au plus on sera en capacité de limiter l'impact de cet incident par la suite. Également, on est une équipe qui est très orientée reprise d'activité. On ne va pas faire de l'investigation pour faire de l'investigation, comme certaines équipes peuvent parfois le faire. Notre objectif, c'est de relancer votre activité. Bien sûr, pour pouvoir relancer de manière sécurisée, on réalise une investigation. Mais par contre, elle est très ciblée sur l'attaque que vous êtes en train de subir ou l'attaque que vous avez subie. Ce qui nous permet d'être extrêmement efficace dans la relance des activités pour l'ensemble de nos assurés. Vous pouvez le voir, hein, 75% de nos clients relancent leur activité en moins d'une semaine après un cas de ransomware. C'est extrêmement rapide, hein, une semaine. On en a certains, en moins de 24 heures, on a relancé le cœur de confiance et les principaux services. Mais voilà, la plupart du temps, en tout cas, en moins d'une semaine, on arrive à relancer le tout. C'est une équipe qu'il ne faut pas hésiter à solliciter, ça ne vous coûtera rien. Et c'est une équipe qui sera toujours là pour vous. Même si, pour X raisons, à un moment, vous entrez dans une déchéance de garantie sur votre contrat de cyberassurance, peu importe, nous, on sera là et on vous aidera sur tous les incidents de sécurité et on fera l'ensemble des activités pour vous permettre de retravailler de manière sécurisée, sereinement et normalement. Donc, appelez-nous, c'est vraiment ce qui sera clé pour vous pour une bonne gestion d'incidents et éviter des impacts catastrophiques dû à un incident cyber. Mon équipe, vous l'avez vu sur la page juste avant, est composée de pas mal d'experts en cybersécurité. J'ai envie de dire, on n'est pas tout seul. On fait partie de différents réseaux d'équipes de réponse à incidents. On fait notamment partie de l'Intersart France, qui est une association en France regroupant plus d'une centaine d'équipes de réponse à incidents de sécurité. Et on est également membre du FIRST, qui est une association au niveau international. Ça regroupe plus de 800 équipes dans une centaine de pays différents. C'est extrêmement utile pour nous pour accélérer une réponse opérationnelle à un incident. On partage de l'information sur la menace, on sait ce qui se passe à droite, à gauche, on a des contacts pour agir rapidement sur une situation donnée. Donc n'hésitez pas encore une fois à nous solliciter rapidement pour ça. On est multi-certifié, vous avez quelques certifications sur la page à gauche. Je ne rentre pas forcément dans le détail de tout ça. Ce qui est intéressant, c'est ce que l'on traite. 300 incidents en 2024. Et cette année, je vais en parler dans quelques instants, mais on est encore en augmentation. On traite de tout type d'incidents de sécurité, que ce soit de la fraude, du ransomware, une compromission de boîte mail, une compromission de poste de travail, de serveur web, etc. Je vais vous détailler tout ça dans quelques instants. Agathe, je te laisse la main. Ou tu veux que je continue? Tu peux continuer en attaquant sur la sinistralité. Partons du coup sur la sinistralité cyber sur l'année 2024. Vous l'avez vu juste avant, on a traité 300 incidents sur l'année 2024. Sur le petit graphe que vous avez à gauche, c'est le nombre d'incidents par mois qui se sont produits du coup sur l'année 2024. Donc, on voit qu'en moyenne, en début d'année, on a plutôt traité une quinzaine d'incidents par mois. Ça a commencé à augmenter à partir du mois de mai. On est passé au-dessus des 20 incidents. Et puis, grosse chute en août 2024. Je vous rappelle, il y a eu les Jeux de Paris 2024 à cette période-là. Il y a eu aussi beaucoup de vacances pour beaucoup d'organisations différentes. J'espère que vous en avez profité aussi. Mais du coup, on a une vraie chute du nombre d'incidents notifiés remontés à cette période-là. Mais très vite, dès le mois de septembre, on voit qu'on remonte au-delà des 20. Et puis, on a un pic en octobre à 35 incidents de sécurité traités le même mois. On a une légère décroissance par la suite. Mais vous pouvez le voir en bas, dès T1 2025, donc là, on a terminé le premier trimestre 2025, on est déjà à 150 incidents traités, dont 14 ransomware depuis le début de l'année, donc depuis le 1er janvier 2025. Donc clairement, on reste sur une activité qui reste assez importante, assez volumineuse en termes de type d'incident, mais pas nécessairement extrêmement intense vis-à-vis des typologies d'incidents que l'on a à gérer. Vous le voyez sur le graphe de droite, 30% de compromission de messagerie, 23% de fraude,
sachant que les fraudes viennent bien souvent d'une compromission de messagerie initiale. Donc, si je regroupe ces deux statistiques-là, on a beaucoup de compromissions de messagerie, d'incidents en tout cas, liés à des compromissions de messagerie qui génèrent un impact ou non par la suite. Et ça représente quasiment la moitié de notre activité. Donc, la moitié des incidents que l'on traite, finalement, sont traités de manière très rapide parce que ce sont des compromissions de messagerie. C'est l'affaire de quelques heures pour traiter une compromission de messagerie. Et des cas de fraude, le canal pour réaliser la fraude étant bien souvent une compromission de messagerie, pareil, on est sur quelques heures pour faire ce traitement-là. On voit qu'on a 12,4% de ransomware, ce qui veut donc dire sur l'année 2024, plus d'une trentaine de ransomware qui ont été traités, donc plus de 2 par mois, ce qui est assez dimensionnant, parce que du ransomware, ça ne se traite pas que en quelques heures, vous l'avez vu juste avant, ça peut être plusieurs jours, plusieurs semaines de traitement pour mettre sous contrôle une situation de crise à cause d'un ransomware. Donc forcément, c'est ça qui finalement est le plus impactant en termes d'activité pour nous. Ensuite, compromission d'actifs internes, compromission d'actifs exposés sur Internet, pour compléter un petit peu toute cette activité. J'avance sur ce sujet-là. Le sujet de qu'est-ce que c'est finalement une cyberattaque. Je voulais prendre un petit pas de recul pour vous présenter ce que nous on appelle une cyber kill chain. Donc une cyber kill chain, ce sont les étapes par lesquelles un attaquant va systématiquement passer pour réaliser une cyberattaque. Donc, ce que vous avez sous les yeux, c'est une cyber kill chain très simplifiée en 3 grandes étapes. La première, c'est ce qu'on va appeler l'étape de reconnaissance et d'intrusion. C'est-à-dire qu'on a un attaquant qui vient taper à la porte, finalement, du système d'information d'une organisation pour essayer de comprendre quelles sont les vulnérabilités qu'il va pouvoir exploiter par la suite. Ça, c'est ce qu'on va appeler le canal technique, donc des vulnérabilités sur la surface exposée d'un système d'information. Et puis, on a un canal humain, où là, la phase de reconnaissance, ça va plutôt être une phase de reconnaissance humaine. C'est-à-dire que l'attaquant va essayer d'identifier les personnes intéressantes à compromettre. Ça peut être un administrateur d'Active Directory, un administrateur de service cloud, ça peut être un dirigeant d'entreprise. Donc, en fonction des personnes qu'il va vouloir cibler, il va se renseigner un petit peu sur ces personnes-là et il va pouvoir construire notamment des mails de phishing, mais d'autres outils offensifs qui vont cibler ces personnes-là. C'est ce qu'on appelle ici le canal humain. Donc, petite statistique ici assez intéressante, on en reparlera par la suite, mais chez Stoic, on a constaté que sur les 300 incidents qu'on a eu à gérer en 2024, 30% provenaient d'une vulnérabilité technique, donc du canal technique, et 70% du côté canal humain. On reviendra sur ce point par la suite. Bref, notre attaquant a fait une phase de reconnaissance, a créé ses outils et a réalisé sa première attaque, son intrusion dans le système d'information. Donc, il a un premier pied dans le système d'information. Il va ensuite chercher à faire des mouvements latéraux, c'est-à-dire qu'il va chercher à se balader sur le système d'information, compromettre d'autres actifs facilement attaquables, qui sont déjà vulnérables, pour en prendre la main et asseoir ce qu'on va appeler sa persistance dans le système d'information qu'il a compromis. Il veut pouvoir y revenir régulièrement quand il le souhaite. Et ensuite, il va élever ses privilèges. C'est-à-dire que quand il arrive dans le système d'information, il est potentiellement uniquement avec des privilèges d'un utilisateur standard. Il n'est pas administrateur. Donc son objectif, ça va être justement de devenir administrateur. Et le Saint Graal pour lui, c'est même de devenir administrateur du domaine. Je reparlerai du domaine et de la notion d'Active Directory par la suite, qui est un élément qui est extrêmement critique sur le système d'information. À partir du moment où l'attaquant devient administrateur du domaine, il peut tout faire sur le système d'information. C'est lui le maître. Il est maître à bord de votre propre système d'information. Les attaquants cherchent systématiquement à obtenir les droits les plus avancés sur un système d'information. Une fois que cette étape-là est faite, il va enfin arriver sur ce qu'on appelle l'impact sur objectif. Finalement, c'est la finalité de son attaque. Pourquoi est-ce qu'il était là? Est-ce que c'était pour voler de la donnée? Est-ce que c'était pour réaliser une tentative, une réussite de fraude? Est-ce que c'est pour modifier des données? Est-ce que c'est pour déclencher un ransomware? Donc de chiffrer, de bloquer les données et les systèmes. Peu importe finalement, mais en tout cas, voilà, il arrive dans son étape finale où une fois qu'il a exécuté son impact sur objectif, il a terminé. Et là, c'est extrêmement important à bien visualiser. L'attaquant a terminé son attaque quand nous, côté défense,
on va commencer nos activités de gestion d'incidents, de gestion de crise, de remédiation, etc. Donc, on a une double temporalité qui est très importante à avoir en tête. L'attaquant a terminé quand nous, on commence. Merci Vincent pour cette explication très claire et simplifiée du déroulé d'une cyberattaque. C'est essentiel de bien comprendre ça parce que chez Stoic, derrière ce qu'on a fait, c'est que partant de ce schéma, partant de ce constat, on a construit notre plateforme Stoic Protect autour de ça. Concrètement, sur la partie reconnaissance et intrusion, pour limiter le vecteur de compromission technique ou humain, on a mis à disposition de tous nos assurés un scan externe de vulnérabilité, des campagnes de simulation de phishing. Pour la partie mouvements latéraux et élévation des privilèges, nous avons 3 onglets que la plupart connaissent. C'est le scan d'Active Directory, le scan de cloud et un récent que je vous réexpliquerai qui s'appelle Surface interne, qui a pour vocation à analyser les vulnérabilités qu'il peut y avoir sur les différents actifs internes, les défauts de patch management. Et enfin, l'impact sur objectif que Vincent mentionnait sera géré évidemment par notre équipe, certes. Mais là, on est déjà trop tard, on est déjà hors de Stoic Protect. Ce que je vous propose donc, c'est de quitter la présentation PowerPoint et pour aller directement sur l'application Stoic Protect pour vous faire une petite démonstration et la parcourir ensemble. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran, tout le monde? Parfait, j'ai les premières réponses positives. Alors, avant ça, je vous envoie en préambule le lien dans le chat pour vous créer un compte si ce n'est pas déjà fait. Donc, vous allez sur le site internet de Stoic. En haut à droite, vous cliquez sur Connexion, Stoic Protect et vous pouvez créer votre compte. Voilà. Si jamais vous avez des questions, encore une fois, sur votre connexion, je vous le redis, vous pouvez envoyer un mail à protect@stoic.io. Nos équipes seront là pour vous répondre. Donc, cette interface qui doit être nouvelle pour beaucoup d'entre vous, parce qu'on a récemment sorti cette nouvelle, on va dire, expérience utilisateur. Donc, on va prendre un moment pour la revoir ensemble. L'accueil n'a pas changé. Vous avez le résumé du résultat des différents outils. Vous avez ensuite l'onglet sinistre dans lequel on vous référence tous les sinistres que vous pourriez avoir en cours. On vous remet également ici le numéro d'urgence à contacter en cas de sinistre. Vous allez me dire que je me répète, mais c'est tellement quelque chose d'important que je ne peux pas m'empêcher de le dire 3 fois dans la présentation. Et ensuite, vous avez l'onglet paramètres pour gérer notamment votre contrat d'assurance et les utilisateurs. Si on attaque maintenant sur les outils, on va suivre, comme je vous le disais, la chronologie d'une cyberattaque et d'abord la partie vulnérabilité technique que notre scan externe analyse. Concrètement, ce scan externe, c'est un scan qui tourne automatiquement chaque semaine sur votre infrastructure. Ce scan, il va analyser ce qui est visible de l'extérieur et qui appartient à votre système informatique. Comment est-ce qu'on procède? La façon dont on procède, c'est qu'on va regarder les noms de domaines principaux de l'entreprise, on va récupérer les sous-domaines et en résolvant les DNS, on va pouvoir analyser également les services et les applications. Donc, ce qui est important ici, c'est de voir quelle est la partie, on va dire la cartographie de l'infrastructure qu'on est capable de récupérer. Et si jamais, en regardant cette cartographie, il vous semble que des éléments d'analyse manquent, ce qui est très important à faire, c'est de nous ajouter les noms de domaine ici, que nous, on validera en interne avant qu'ils soient scannés, mais également, et j'insiste beaucoup là-dessus, les IP. Les IP, pourquoi? Parce que, évidemment, certaines ne sont pas liées à des noms de domaine. Et donc, notre scan ne peut pas automatiquement les trouver. Or, c'est un gros vecteur de compromission des systèmes informatiques. Prenez un moment, après cet appel, ajoutez-les, et nous les validerons en interne avant qu'ils soient scannés. Dans la partie paramètres également, je le précise ici, mais si pour des raisons de disponibilité de votre SI, vous souhaitez programmer le scan à une date et une heure particulière, vous pouvez le faire à cet endroit-là. La question importante maintenant, c'est j'ai un certain nombre de vulnérabilités, comment est-ce que je les résous? Donc ces vulnérabilités, elles apparaissent ici en liste, elles ont différents niveaux de criticité, de moyenne à critique en passant par élevé, etc.
Sur chacune des vulnérabilités, vous avez le détail qui est donné quand vous cliquez dessus pour vous aider à la résoudre. Si jamais vous considérez que cette vulnérabilité est un faux positif ou qu'elle appartient, elle est sur un actif qui n'appartient pas à votre infrastructure, vous pouvez la contester. De notre côté, chez Stoic, on recevra cette notification de contestation qu'on validera ou non. Si on ne la valide pas, évidemment, on vous recontactera pour discuter avec vous et essayer de comprendre ce qui se passe. Ce qui est important également à noter, c'est la partie rapport de scan. Les résultats de ce scan, ils sont téléchargeables et vous pouvez les partager en interne à votre prestataire informatique, à d'autres collaborateurs, si vous voulez les étudier ensemble. Enfin, la dernière chose, mais pas des moindres, comme disent nos amis anglais, nous traitons chez Stoic de 2 manières les vulnérabilités sur le scan externe. C'est-à-dire que nous distinguons celles urgentes de celles non urgentes, celles critiques de celles non critiques. Les vulnérabilités qui ne sont pas critiques, on va laisser nos assurés en autonomie les résoudre. Ils ont accès à la plateforme, ils peuvent se connecter quand ils le souhaitent pour en prendre connaissance et mener les actions correctives. À l'inverse, en tant qu'assureur, comme nous sommes financièrement impliqués dans la réussite de votre prévention, nous sommes directement impliqués, nous allons agir de manière proactive quand nous détectons des vulnérabilités critiques. Donc typiquement sur ce RDP exposé publiquement, nos équipes d'ingénieurs cyber contacteront les utilisateurs du compte Protect de l'assuré et vous demanderont de résoudre dans les délais les plus courts cette vulnérabilité. On vous proposera évidemment de vous accompagner si vous avez des questions. J'insiste sur cette partie parce que derrière nous, ça demande une information importante de notre côté qui est avoir le bon contact technique au sein de l'assuré. On a rapidement vu que dans la partie paramètres et utilisateurs, vous pouvez les ajouter. N'hésitez pas à renseigner dans la partie utilisateur qui est le responsable informatique pour que nos équipes cyber puissent facilement les contacter. Donc, si jamais je devais résumer une seule, on va dire, action à mener de votre côté sur cet outil, c'est bien de nous renseigner vos adresses IP non reliées à des noms de domaine que notre scan externe n'aurait pas trouvé automatiquement. Ceci étant dit, l'objectif est de parler également de choses concrètes. Est-ce que Vincent, tu peux nous raconter les attaques fréquentes que le CERT de Stoic a dû gérer et dont l'intrusion se fait par l'exploitation de vulnérabilités que le scan externe détecte? Bien sûr. Alors, peut-être déjà quelques chiffres. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais en 2024, il y a plus de 40 000 vulnérabilités différentes qui ont été publiées. En 2023, c'était 29 000, donc vous voyez déjà une assez forte augmentation. Et dans ces vulnérabilités publiées, il y en a 760 qui ont été activement exploitées en 2024 contre 640 en 2023. Donc, on est sur un nombre de vulnérabilités qui est extrêmement important et aussi qui sont du coup extrêmement exploitées par les cybercriminels. Nous, ce qu'on rencontre déjà peut-être le plus souvent, vu le nombre de participants, je suis sûr que vous en avez eu quelques-unes du coup là-dedans, mais typiquement des SSH qui ne sont pas suffisamment sécurisés et donc pour lesquels l'authentification par mot de passe, notamment potentiellement des mots de passe faibles, est permise. Ça, c'est quelque chose qu'on rencontre malheureusement très souvent. Pareil avec des bases de données exposées, c'est quelque chose qu'on rencontre très fréquemment. Une base de données exposée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un attaquant peut réussir à aller, à minima, lire les données de la base directement. Et potentiellement, des fois, c'est vraiment insuffisamment protégé et l'attaquant peut écrire également dans les bases. Qu'est-ce qu'il fait quand il écrit? Ça veut dire qu'il peut complètement effacer toutes les données, et c'est ce qu'on voit parfois, effacement de la base de données, simplement une donnée qui est laissée dans la base qui va être une note de rançon exigée pour pouvoir récupérer l'accès aux données. Donc ça, c'est un petit exemple. Ce qu'on trouve également, et ce qui est pour le coup très risqué, ce sont des RDP exposés. Parce que c'est typiquement la vulnérabilité critique qui est à l'écran, le RDP Publicly Exposed. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un attaquant depuis Internet peut se connecter sur des environnements
plutôt Windows quand on va parler de RDP, pour ensuite se balader sur le système d'information comme s'il était présent physiquement. Le RDP en soi, de base, on va dire, c'est pas forcément une vulnérabilité. Par contre, si un attaquant découvre un login et un mot de passe valide sur ce RDP, et ben, du coup, il va pouvoir se connecter. Donc c'est là où, le MFA est extrêmement important, et 2, la restriction de l'exposition des services les plus dangereux est absolument nécessaire. Et c'est ce que l'on demande effectivement au travers de ce scan. C'est de réussir à découvrir les composants les plus vulnérables, les plus à risque, et de réussir du coup à réduire cette exposition. Le RDP, on a déjà eu des cas où un attaquant qui a récupéré un login, un mot de passe au travers de phishing préalable, au travers d'un infostealer préalable, ou peu importe. En tout cas, il a réussi à récupérer un login, un mot de passe valable, il se connecte au RDP et directement, il peut commencer à faire ses actions de mouvements latéraux et d'élévation de privilèges comme on l'a vu juste avant. Donc, la phase de reconnaissance a été très très rapide, c'est l'affaire de quelques minutes, pour pouvoir mener son attaque et s'introduire dans un système d'information. Et ensuite, il se déploie au travers de ces services-là. Donc ça, ce sont des services très, très classiques, malheureusement, que l'on rencontre comme étant exposés. Autre exemple, typiquement, qui est encore à l'écran, du FTP Anonymous Login. Ce n'est pas forcément très, très grave en soi. C'est pour ça qu'on l'évalue comme criticité moyenne. En revanche, s'il y a des données sensibles qui ont été déposées sur ce FTP, ça veut dire qu'un attaquant, même au-delà d'un attaquant, mais que n'importe qui peut se connecter à ce FTP et récupérer des informations. Donc, si jamais il y a de l'information sensible qui a été partagée dessus, c'est là où on a potentiellement une fuite de données, un impact vis-à-vis du RGPD, etc. Merci Vincent pour cette illustration concrète d'attaques qu'on a vu à résoudre côté Stoic et qui auraient pu être évitées avec la résolution des vulnérabilités remontées par le scan. On l'a vu dans le schéma d'une déroulée d'une cyberattaque, la cyber kill chain, comme on dit en anglais. Le deuxième vecteur et le plus important, c'est le vecteur humain. C'est la raison pour laquelle on met également à disposition de nos assurés un outil de simulation de phishing. Donc, vous l'avez compris, je pense que vous êtes relativement tous familiers avec cet outil. Cette simulation de phishing a pour vocation d'entraîner les collaborateurs d'une entreprise à la détection des emails malveillants. Concrètement, comment ça va se passer sur cet outil ? Vous pouvez synchroniser soit votre tenant Google ou Microsoft, ou bien faire un import manuel de la liste de vos collaborateurs si jamais vous n'êtes ni sur Google ni sur Microsoft. Une fois que vous avez enregistré ces adresses mail dans l'outil, soit via la synchronisation, soit via l'import manuel, vous allez pouvoir choisir les modèles de simulation de phishing envoyés à vos collaborateurs. Ces modèles chez Stoic, ils évoluent régulièrement, on en sort des nouveaux. Alors, les têtes de liste, évidemment, restent ceux affichés en premier, Google, Microsoft, Assurance Maladie. Mais l'objectif est de les diversifier pour éviter, on va dire, la lassitude au sein des collaborateurs de nos assurés. Petite précision également, si on peut prévisualiser chacun des emails de simulation de phishing, ils ne sont pas uniques. C'est-à-dire que l'email Google, en réalité, il y a plusieurs dizaines de sous-modèles pour que, de la même manière, on diversifie les sources de phishing. Qu'est-ce qui se passe si jamais un de vos collaborateurs clique sur le lien et soumet ses identifiants ? L'objectif, ça va être de capitaliser, on va dire, sur ce momentum pour le rediriger vers une formation. On a aujourd'hui 4 formations dont l'objectif est de leur remettre sous les yeux les éléments principaux auxquels ils doivent faire attention en cas d'emails reçus suspicieux dans leur boîte mail. Voilà, donc ça va être regarder le contenu du mail, la signature, l'email, l'adresse email qui envoie, etc. En tant que gestionnaire de cet outil de phishing, vous avez les résultats affichés dans cet onglet. Donc, vous avez un tunnel de conversion et la liste des collaborateurs.
Chaque collaborateur a son propre historique. Quand vous cliquez dessus, vous savez quand est-ce qu'il a reçu un mail, quand est-ce qu'il l'a ouvert, quand est-ce qu'il a cliqué, etc. Tout collaborateur qui aura soumis ses identifiants passe d'un risque faible à élevé immédiatement et remonte en haut de la pile. Donc vous avez une visu assez facile finalement sur les collaborateurs entre guillemets les plus à risque. Ces résultats sont également téléchargeables sous format CSV pour que vous puissiez les analyser de votre côté. Là, la fonctionnalité n'est pas disponible dans l'environnement de démonstration, mais elle l'est en prod. On a souvent des questions sur l'évolution de notre outil de phishing. Alors, je ne fais pas partie de l'équipe produit de Stoic, mais je sais qu'on travaille à un module, notamment sur la sécurisation des emails reçus. On pourra vous en dire davantage plus tard, mais à ce stade, c'est cet outil que nous poussons un maximum auprès de nos assurés. Une deuxième question qu'on a également souvent, c'est est-ce que je dois prévenir mes collaborateurs que je lance une campagne de simulation de phishing? Alors, premièrement, c'est évidemment à votre diligence. Après, il y a ce que nous, on recommande en tant qu'assureur. En tant qu'assureur, on recommande de mimer au plus près une situation d'attaque. C'est-à-dire que le hacker, il ne va pas vous prévenir qu'il va ficher vos collaborateurs. De la même manière, les prendre entre guillemets par surprise, ça va révéler la spontanéité des comportements. C'est pour ça qu'on privilégie le fait de ne pas prévenir les collaborateurs avant de lancer ces campagnes de simulation de phishing. De la même manière, toujours dans l'optique de mimer le comportement du hacker, si jamais dans les paramètres du phishing, vous choisissez une fréquence d'envoi, par exemple hebdomadaire, ce n'est pas tous les lundis à 8h30, l'ensemble de vos 100 collaborateurs vont recevoir un mail en même temps dans la boîte mail. Ça serait trop gros, ça serait un éléphant dans la salle. Ce qu'on fait, c'est qu'au fur et à mesure de la semaine, on va envoyer des mails de manière éparse à l'ensemble des collaborateurs. Voilà, toujours pour mimer le comportement du hacker. Un dernier élément important sur la configuration de cet outil, c'est la fonctionnalité anti-spam. Elle permet vraiment d'améliorer la performance de la simulation en nous permettant Stoic de déposer directement des emails dans les boîtes de réception de vos collaborateurs. Je vous incite vraiment à l'appliquer. Le taux de réussite sera d'autant plus élevé. Voici les éléments essentiels pour la configuration de l'outil de phishing. Est-ce que Vincent, tu peux rebondir parce que tu nous disais qu'environ un tiers des attaques gérées par le CERT en 2024 concernaient la compromission de messagerie. Est-ce que tu peux nous raconter une attaque type qu'ont vécu des centaines de nos assurés? Même un petit peu plus qu'un tiers, hein. C'est même 50% quand on fait le lien entre compromission de boîte mail et fraude. Et donc, justement, je parlais peut-être un petit peu de fraude, mais ce que l'on a classiquement, c'est une compromission de boîte mail, donc du Microsoft 365 notamment, c'est du très classique, sans MFA, malheureusement. Et un attaquant du coup qui réussit à compromettre le compte, soit parce qu'il avait volé au préalable les identifiants par phishing, comme on vient de le voir là à l'instant, ou alors, j'ai évoqué la notion d'info-stealer également tout à l'heure, donc un malware qui va s'installer sur les postes de travail des utilisateurs et voler leurs identifiants, et mots de passe évidemment, ou d'autres manières de faire en tout cas. Mais l'attaquant se connecte du coup à la boîte mail du collaborateur, extrait les différents emails échangés par ce collaborateur, apprend finalement avec qui il a l'habitude d'échanger. Il essaye d'identifier où est-ce qu'il y a des factures, où est-ce qu'il y a des informations bancaires comme des RIB, des IBAN, etc. Et ensuite, il va potentiellement se créer une autre boîte mail à côté sur un domaine qui va fortement ressembler au domaine légitime. Et il va introduire son adresse email dans l'échange de mails légitimes. Ce qui fait qu'il devient l'interlocuteur de référence pour les partenaires, pour les clients de la victime. Et de cette manière-là, il peut leur faire modifier les coordonnées bancaires, il peut leur faire modifier des factures, etc., pour détourner l'argent qui aurait dû être payé à la victime et donc au client initial, ou dans l'autre sens, faire en sorte que de l'argent qui doit être versé, des paiements qui doivent être réalisés par une organisation, soit finalement redirigés vers une autre banque. Ça, c'est malheureusement du très classique en termes de compromission de boîte mail.
un attaquant qui arrive, qui compromet la boîte mail, qui vole les mails, les analyse, fait son action sur objectif, potentiellement de la fraude. Autre cas que l'on a assez régulièrement, c'est la propagation de mails de phishing. C'est-à-dire que une première boîte mail a été compromise. Par cette boîte mail-là, l'attaquant va arroser l'ensemble du carnet d'adresses avec un nouveau mail. Et ce mail va inciter les utilisateurs à cliquer sur un lien, sur une pièce jointe, qui va à un moment, leur demander leurs identifiants pour se connecter sur Microsoft 365, Google Workspace ou autre. Et à nouveau, l'attaquant continue son attaque et vole des nouveaux identifiants. Donc ça, c'est malheureusement très très fréquent. Quand on regarde nos statistiques à nous, vis-à-vis du simulateur de phishing qu'a présenté Agathe, on a à peu près 20% des emails que l'on envoie qui sont ouverts. Et dans ces 20%-là, on a ensuite, malheureusement, pas mal de personnes qui vont être amenées à saisir leurs identifiants. Tous les mois, on a plusieurs centaines de collaborateurs qui se font ficher, heureusement, par notre simulateur. Donc, heureusement que ce n'était que nous et que ce n'était pas un vrai attaquant, parce que ça représente tout de même plusieurs centaines de collaborateurs, donc certainement plusieurs dizaines, voire centaines également, organisations différentes qui peuvent en être victimes. Très clair, merci beaucoup Vincent. Je vois que l'outil de phishing déchaîne les passions sur le chat et c'est bien normal car c'est un outil essentiel pour sensibiliser vos collaborateurs. Merci pour tous vos retours. Pour information, on en récupère tous les jours et là, pendant cette session de présentation, encore plus. On les fait remonter à notre équipe produit pour enrichir notre roadmap sur l'outil de phishing. Donc, effectivement, on prend bien ça en compte. Merci à tous pour vos retours. On va enchaîner sur la partie Active Directory. Donc, on entre dans la deuxième phase de la Cyber Kill Chain que Vincent vous a présenté. Qu'est-ce que c'est un Active Directory? Un Active Directory, ça va être un outil Microsoft qui va vous permettre de gérer les utilisateurs au sein de votre système informatique. L'objectif, donc, va être de configurer l'accès au réseau et aux ressources de chacun des collaborateurs. Cet outil chez Stoic, il est essentiel. Pourquoi? Parce que l'Active Directory, c'est un peu le donjon du système informatique. Une fois qu'on l'a compromis, globalement, on peut faire beaucoup de choses. Pour le déployer, il faut, côté assuré, vérifier si vous avez un Active Directory en local. Si vous n'avez pas d'Active Directory en local, vous allez pouvoir cocher la petite case. Cet outil n'est pas pertinent comme on l'a sur tous les autres outils. N'hésitez pas à bien la cocher pour qu'on ne vous relance pas si l'outil vous est inutile. À l'inverse, si vous avez un Active Directory en local, vous allez pouvoir exécuter le script sur un PowerShell relié à l'Active Directory. Pour ce script, on utilise un outil nommé Pincastle, que je pense la plupart d'entre vous connaissent déjà, et qui va nous permettre de sortir une note sur 100 dans plusieurs catégories. On va avoir la catégorie des objets périmés, donc qui correspond au système trop vieux ou obsolète, la catégorie des trusts, ce qui signifie les relations d'approbation, la catégorie des droits d'utilisateur, est-ce qu'ils sont trop permissifs, et la catégorie des anomalies, donc notamment les mauvaises configurations liées au mot de passe. Cet Active Directory, il fait remonter ce scan d'Active Directory fait remonter un certain nombre d'informations qui peut être difficile à traiter. C'est la raison pour laquelle nos équipes ont travaillé sur une façon de les présenter. Donc, vous avez ici 3 onglets. Le chemin de compromission qui permet de se visualiser comment est-ce qu'un attaquant pourrait compromettre l'AD à partir de d'un compte de domaine, d'une machine de domaine, etc. La liste de chantiers cyber, par exemple les contrôles d'accès, les identifications. Et on vous remet également la liste complète sur laquelle vous pouvez travailler si jamais vous avez des questions en particulier. Alors, je reviens juste sur la partie Active Directory, excusez-moi. Et voilà. Cet outil d'Active Directory est vraiment essentiel, comme je vous le disais, c'est le donjon du système informatique. Vincent, d'après ton expérience à la tête du CERT Stoic, est-ce que tu peux encore nous raconter l'intérêt que représente l'AD selon toi? Oui, bien sûr. Le petit nom qu'on donne à Active Directory, c'est le cœur de confiance. C'est le cœur de confiance parce que toute la sécurité, toute la confiance d'un domaine
d'un système d'information repose sur l'Active Directory. On a les mots de passe, on a les certificats, on a les politiques de mise à jour, on a les configurations qui peuvent être gérées au niveau de l'Active Directory. Donc, c'est vraiment un composant critique. C'est critique pour notre sécurité et pour notre insécurité, parce que les attaquants, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, visent cette Active Directory-là. Dès qu'ils en ont la main, ils sont admins, ils sont maîtres de l'ensemble du système d'information. Malheureusement, c'est assez fréquent que l'Active Directory soit mal configuré. Dans quasiment tous les cas de ransomware que l'on a eu à gérer, et vous avez vu dans les statistiques tout à l'heure, il y en a quand même un petit paquet, l'attaquant était devenu administrateur du domaine. Et ça, malheureusement, c'est souvent possible parce qu'on a eu, par exemple, des vieux protocoles ou des protocoles vulnérables qui sont encore activés sur le système d'information. On a potentiellement des mots de passe faibles qui sont facilement cassables. On a potentiellement des niveaux fonctionnels d'Active Directory qui sont vieux, et par vieux, j'ai même envie de dire obsolètes. C'est très bien d'avoir des nouveaux systèmes, d'avoir des Windows 11, etc. Mais si le cœur de confiance lui-même tourne encore en 2003, ça veut dire qu'on est en train de rater énormément d'options de sécurisation. Et surtout, que l'on met à disposition des protocoles extrêmement vulnérables qu'un attaquant peut très facilement casser et donc exploiter pour élever ses privilèges. Et malheureusement, c'est ce que l'on constate assez régulièrement sur ces systèmes d'information qui ont été attaqués, qui ont été complètement chiffrés, où on se rend compte que l'Active Directory est utilisé pour déployer l'outil de chiffrement, donc le ransomware, pour le déployer sur l'ensemble des systèmes qui sont reliés au domaine. Donc finalement, l'outil se retourne contre nous parce que l'attaquant arrive à prendre la main dessus. Donc voilà globalement, très rapidement, en tout cas sur l'Active Directory, composant ultra critique, toujours ciblé par les attaquants. Il est systématiquement ciblé par les attaquants quand il y en a un. Et bien souvent, il est insuffisamment sécurisé. On peut très facilement devenir administrateur du domaine. Je l'ai écrit en réponse à une des questions sur le chat, mais on a déjà eu des cas où un attaquant s'introduit dans le système d'information. En quelques heures, il devient administrateur du domaine. Parce qu'on a des vulnérabilités qui sont extrêmement faciles à exploiter, qui sont très bien documentées malheureusement aujourd'hui, qui sont utilisées par tous les attaquants, mais également par les équipes de pentest, de tests d'intrusion, lorsqu'ils font des tests Active Directory. Malheureusement, ça reste insuffisamment protégé. Merci Vincent pour ce détail concret de l'importance de l'Active Directory. Je vois que le temps file. Il faut qu'on avance vers l'outil Service Cloud que certains d'entre vous ont déjà déployé. Sur sa partie de Service Cloud, on est également dans la deuxième partie déroulée d'une cyberattaque, donc le déplacement latéral ou l'élévation des privilèges. Et avec l'outil de Scan the Cloud, ce qu'on va vous proposer, c'est de scanner ce qui est hébergé chez les principaux fournisseurs cloud du marché aujourd'hui, à savoir Azure, GCP, Google Cloud Platform ou AWS, Amazon Web Services. J'ai vu pas mal de questions en avance qui demandaient si on avait prévu d'augmenter le nombre de fournisseurs qu'on scannait. Pas à ce stade. On verra à la fin qu'on avance vers d'autres sujets, notamment du MDR, mais pas la partie cloud pour l'instant. Ou la partie cloud, en tout cas, via du XDR. Donc, cet outil va permettre de scanner l'infrastructure que vous hébergez dans le cloud. Concrètement, on ne parle pas d'un OneDrive, d'un SharePoint ou d'un Google Drive. On parle de serveurs ou de machines virtuelles que vous avez construits dans le cloud. Pour la configuration de ces scans, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais les instructions sont toutes claires. Vous pouvez les suivre étape par étape. La chose principale à retenir, c'est qu'il faut bien être administrateur des comptes cloud, car cette procédure va demander les droits d'accès en lecture seule. Voilà. Je vous laisse prendre un moment de votre côté pour déployer ce scan en suivant le tutoriel. Et comme je vous le disais, dans tous les cas, nos équipes sont disponibles sur protect@stoic.io pour vous accompagner si vous avez des questions. De la même manière, Vincent, est-ce que tu peux nous partager ton expérience en nous racontant, selon toi, quel est le danger
d'un service cloud mal configuré? Des exemples très rapides, hein. Tu évoques AWS. On a eu des cas de S3, donc de repository, de dépôt où on peut mettre de la donnée, donc des dépôts S3 qui étaient publiquement accessibles. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Un attaquant s'y est connecté, a volé les données de ce S3, a ensuite détruit les données qui étaient présentes sur ce S3 et a déposé une note de rançon. De manière vraiment très classique, on peut considérer ça comme étant comme une attaque entre guillemets par ransomware, je mets des grandes guillemets là-dessus. Ou autre type d'attaque, des attaques plutôt destructrices. On a eu des compromissions de tenantes Azure, Entra, M365, appelez-le comme vous le souhaitez. Mais ces tenantes ont été compromis, ils ont ensuite été détruits, c'est-à-dire que tous les comptes ont été supprimés, toutes les applications, toutes les machines virtuelles, toutes les configurations ont été détruites. Certains ont simplement laissé ça détruit, donc c'était vraiment la destruction pure et simple. D'autres, une fois qu'ils ont détruit, ils ont réinstancié des centaines, des milliers de VM pour faire tourner des crypto-miners, donc des outils qui vont faire du minage de crypto-monnaies. C'est de cette manière-là que certains attaquants arrivent à se rémunérer. Donc ça, voilà, c'est des exemples très concrets de destruction ou de prise en main et de détournement de ressources à cause, malheureusement, de tenant cloud insuffisamment sécurisés. Très clair. Merci beaucoup, Vincent, pour cette explication un peu plus concrète. Je vais passer rapidement sur la partie surface interne, qui est un nouvel onglet et qui va permettre de revenir sur l'analyse des défauts de patch management, de vulnérabilité qu'il peut y avoir sur les différents actifs internes. Mais comme cet onglet est lié directement à la partie protection active, notamment l'EDR que Stoic propose, nous allons directement enchaîner dessus. Déjà, première question, avant que je me lance dans une explication, j'aimerais comprendre, est-ce que certains savent ce que c'est un MDR? Donc, je vais vous publier le sondage là. N'hésitez pas à y répondre pour qu'on puisse adapter également pareil la présentation. Est-ce que vous savez ce que c'est un MDR? Est-ce que vous savez ce que c'est un EDR? En fonction de ça, on pourra vous donner plus ou moins de détails. Je vois que c'est 50-50, c'est très normand comme réponse. Bon, je vous rappelle que chez Stoic, on a un gros duo qu'on vous a présenté pendant 1 heure, c'est le duo prévention avec Stoic Protect et réponse avec la partie CERT. Mais disons que après l'intrusion, qui est la première phase de la chaîne de cyberattaque qu'on a vue, et avant l'attaque, le hacker effectue beaucoup d'actions que nous, en tant qu'assureurs, on souhaite être en mesure de comprendre. Pourquoi? Parce qu'on souhaite être en mesure de détecter les actions de l'attaquant à ce moment, c'est-à-dire de détecter les activités suspectes. L'objectif, ça va être de comprendre en fait qu'il se passe quelque chose de malveillant dans votre système informatique, entre guillemets qu'un sinistre est en cours de fabrication, qu'il y a la genèse d'un sinistre en cours. Ça va être l'objectif de l'EDR. Je laisse Vincent préciser de manière plus technique et d'un point de vue certes l'intérêt de l'EDR. Oui, bien sûr. Donc EDR, hein, Endpoint Detection and Response, c'est une technologie. C'est bien la solution qui va être déployée sur des systèmes, des postes de travail, des serveurs, etc. Le but étant de remonter ce qu'on appelle de la télémétrie, donc ce qui se passe sur le système sur lequel la solution d'EDR a été installée. C'est l'ouverture d'un fichier, la connexion sur un site, un nouveau processus qui se lance, une connexion d'un utilisateur, etc. Toutes ces informations sont ensuite retravaillées par l'EDR, par son moteur, pour essayer d'identifier des comportements suspects. Et c'est ça qui va nous intéresser, c'est les comportements suspects qui se passent sur des systèmes. De cette manière-là, on peut lever des alertes, et c'est sur ces alertes que l'on va pouvoir mener une investigation et essayer de déterminer qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'on est en train de faire face à une vraie compromission? Est-ce qu'un utilisateur a son poste qui a été compromis par un attaquant? Ou alors, potentiellement, ça peut être un faux positif.
et espérons que ce soit le cas, mais bien souvent, malheureusement, ce que l'on remonte sont des vraies tentatives d'attaque. Je dis tentatives parce que l'EDR, non seulement nous permet de faire de la détection, mais en plus nous permet de bloquer certaines actions, notamment les actions les plus signantes, celles qu'on va considérer comme étant clairement malveillantes. Donc ça, c'est vraiment une solution, je ne vais pas dire magique, mais qui est assez game changer vis-à-vis de quand on n'a pas d'EDR. Petit exemple, sur l'ensemble du parc EDR que l'on manage, nous n'avons eu aucun ransomware déclenché. Je vais toucher du bois également en même temps, mais voilà, ça montre que cette technologie-là, elle est quand même plutôt très utile pour éviter les impacts les plus conséquents. Et en plus de ça, il y a le petit R, la partie response. Et cette partie-là, elle est géniale. Elle nous permet de faire de l'investigation plus avancée sur les postes, sur les systèmes. Et ça nous permet également de faire des actions de remédiation. Si on voit qu'il y a un processus bizarre, qu'on a qualifié comme étant suspect, on peut l'éteindre. Si on voit qu'il y a un compte qui est utilisé à des fins malveillantes, on peut réinitialiser le mot de passe, on peut bloquer le compte. Si on voit des connexions suspectes vers un site, on peut faire en sorte que toutes les machines d'un parc ne puissent plus accéder à ce site. Et bien sûr, on peut faire de l'isolation ciblée de certaines machines. Pouvoir se dire, cette machine-là, elle a un comportement malveillant, en tout cas à minima suspect. On peut l'isoler le temps de faire une investigation complète et nous permettre de déterminer si elle a été compromise ou non. C'est pour ça qu'un EDR, la partie R, est extrêmement utile pour les activités, évidemment, de réponse à incident. Bien entendu, j'ai évoqué la notion de management d'EDR. Donc le MDR, même si ça peut être très rigolo comme acronyme, ça veut dire management des technologies d'EDR. EDR, XDR, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qu'il peut y avoir derrière le étoile DR. Mais globalement, le management, c'est donc l'équipe qui va gérer les configurations et les alertes qui peuvent être levées par les technologies d'EDR ou de XDR. Je vous invite très, 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 très fortement, quand vous avez un EDR, à avoir un MDR, parce que c'est ce qui vous permet d'avoir notamment du 24/7 et d'avoir des personnes qui sont qualifiées, certifiées, pour pouvoir bien utiliser la technologie d'EDR que vous avez. On a constaté malheureusement à plusieurs reprises que certaines technologies ne sont pas aussi bonnes que d'autres, ça c'est le premier point, et d'autres, même quand une bonne technologie est implémentée, si elle n'est pas bien managée, malheureusement, on crée des vulnérabilités dans les politiques de sécurité. Et bien entendu, les attaquants vont s'immiscer là-dedans pour mener leurs actions malveillantes. Donc, EDR, la technologie, MDR, le service de management, les deux vont de pair pour pouvoir sécuriser le plus efficacement possible les systèmes d'information. Merci Vincent pour cette explication très intéressante. Je vous envoie un dernier sondage. Je vois pas mal de questions dans le chat qui demandent si c'est possible d'avoir une présentation et d'en comprendre davantage. Je vais donc publier un sondage pour que vous puissiez nous répondre. Et derrière, nos équipes vous recontacteront si vous êtes intéressés. Je précise, que cette solution MDR, donc c'est l'EDR, beaucoup CrowdStrike qu'on distribue, qui est top performer du marché avec nos équipes SOC derrière. Une protection et des analyses en 24/7, ça c'est très très important également. Et dernier élément essentiel aussi, c'est qu'en tant qu'assureur, et ça je vous le redis depuis le début, mais nous sommes directement impliqués financièrement impliqués dans la réussite de la prévention et de la détection. Voilà, c'est-à-dire que nous, si jamais vous avez une cyberattaque, c'est nous qui directement impliquons, en payons entre guillemets les pots cassés. Ça, c'est quelque chose d'important à avoir en tête. Je vois que le sondage se remplit bien. S'il n'apparaît pas pour tout le monde, n'hésitez pas dans l'onglet sondage pour pouvoir y répondre. Il nous reste 1 minute. Il y a eu beaucoup de questions. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'y répondre à toutes.
En revanche, voilà, je m'engage à ce que individuellement, on revienne vers vous. On a bien noté qui avait posé quelles questions. On y reviendra. Merci pour tous vos retours, vos suggestions d'amélioration. C'est aussi ça qui nous permet de nous améliorer et de proposer des services toujours meilleurs. Enfin, c'était la première session de présentation avec le CERT de nos outils de cyber. Les retours sont plutôt positifs, j'ai l'impression, dans le chat. Vous avez eu des questions et vous avez eu un vif intérêt. On remettra sans doute cette session dans les prochains mois avec une analyse des cyberattaques des dernières semaines, des derniers mois, pour qu'à chaque fois, vous soyez au courant des dernières actualités des sinistres cyber que nous traitons chez Stoic. Merci à tous pour votre enthousiasme. Merci à tous pour vos questions, vos commentaires. On y revient par mail. Merci. Très bonne journée. Très bonne journée également. Au revoir. Au revoir.